Je suis revenu au Québec travailler. J'ai arrêté de vivre cette vie de Boeing 747, là, puis d'hôtel, puis d'étourdissement, puis de décalage horaire, puis tout ça. J'arrête. Puis j'ai un gros contrat à la Sûreté du Québec, dans un moment de crise à la Sûreté du Québec, où ils doivent faire une enquête et ils ont besoin d'un diagnostic sur leur organisation. Mon contrat, je l'ai signé, je suis revenu, je devais gagner de l'argent, je devais travailler pendant 2, 3 ans. Après un mois, mon contrat a été résilié parce que le gouvernement a décidé de faire une commission d'enquête sur la Sûreté du Québec avec des juges, des commissaires, puis etc. Puis moi, j'ai perdu mon mandat. Donc, en 1998, j'ai à ce moment-là 50 ans. Vous imaginez que j'ai roulé, là. J'ai fait toutes mes formations, j'écris, je fais de la radio, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. 98, c'est l'année du verglas. Mais croyez-le ou non, moi qui avais roulé tempête dans toutes ces choses-là, en 98, c'est ce qui guette tout travailleur autonome, c'est ce qui guette toute carrière qui est sans filet. À cause du verglas, étant donné que je ne travaille plus à la Sûreté du Québec, j'ai perdu mon contrat, j'ai plus de contrat. J'ai plus d'employeur, j'ai plus de contrat, j'ai plus de source de revenus. Je vais peut-être travailler, je vais faire de la formation à Hydro-Québec. Hydro-Québec lance un programme de formation sur les réalités autochtones. Je vais avoir un contrat. Je n'aurai pas le contrat, c'est le verglas. Tout est suspendu. En 1998, je me suis retrouvé sans aucun contrat. Je faisais seulement de la radio, mais qui était largement insuffisant. J'étais chroniqueur chez Marie-France Bazot. Et ah oui, puis à l'époque, j'étais aussi chroniqueur au Devoir. Le journal prestigieux, Le Devoir, me demande de faire une chronique. Donc, j'ai une chronique dans Le Devoir pendant 2 ans. Tous les lundis, je fais des chroniques. Alors, je continue à faire mes petits propos. J'écris des chroniques dans Le Devoir. Puis après 2 ans, Monsieur Sans Façon, qui dirige qui était au Devoir, qui porte bien son nom, Monsieur Sans Façon, me téléphone, puis il me dit... c'est pas des farces, là. J'invente rien. Ça fait 2 ans que je fais des chroniques, puis c'était bonne, mes chroniques. Il dit, on vous prendra pas comme chroniqueur parce qu'on n'a pas d'argent. Puis c'est vrai que Le Devoir n'a pas d'argent. Moi, il me payait 100 $ la chronique. Avec ça, je ne pouvais pas me... 100 $ la chronique, là, tu sais. Ils ne peuvent plus me payer. Là, ils sont rendus vraiment au bout du rouleau. Il faut choisir entre vous et Denise Bombardier. Puis il dit, vous comprendrez qu'on a choisi Denise Bombardier. Puis moi, j'étais à l'autre bout de la ligne. Tu sais, se faire dire une phrase comme ça, là, vous comprendrez qu'on a choisi Denise Bombardier, parce que moi, je voulais répondre, non, je comprends pas que vous ayez choisi Denise Bombardier, tout simplement. Je comprends pas ça. Mais peu importe. J'ai fermé la ligne en disant, c'est une des choses les plus drôles qui m'est arrivée dans la vie, par un monsieur sans façon, me faire dire qu'on choisit M. Bombardier, puis si je me suicide pas, je pense que je vais vivre longtemps. Et puis, les chroniques du Devoir, je les ai publiées à l'époque. Ça a été publié chez Boréal. Alors là, vous avez une série de livres qui paraissent. J'étais chez Bazot, ça va donner L'homme descend de l'ours. Mes chroniques du Devoir vont donner un autre livre que j'adore beaucoup, que je recommande à tout le monde, mais qui est peu connu, mais qui est de la série. C'est Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux. Alors j'avais le moineau domestique, j'avais L'homme descend de l'ours, Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux. Je continuais à sévir comme ça, mais ça me fait... Ça me faisait... Alors, j'ai frisé la faillite personnelle sur le plan financier. Là. J'avais pas d'argent. J'avais vraiment pas d'argent. J'ai rencontré une nouvelle femme qui m'a au moins donné de la viande hachée pour manger, du beurre de pinard, des choses comme ça, me protéger un peu. Pas d'argent. J'étais dans la rue à 50 ans. C'est une belle expérience quand même, parce que ça donne la perspective. Parce que le verglas, parce que la Sûreté du Québec, parce que les clients m'avaient laissé tomber. C'est à cette époque que Radio-Canada me téléphone et ils me disent faudrait qu'on cherche un remplaçant pour Jacques Languérand les dimanches soirs. Là t'es plus chroniqueur, t'es plus ci, c'est ça, dimanche soir, l'été, Languérand s'en va. Faut que tu... Et là, j'avais 4 heures de radio en direct sur la radio nationale, dimanche soir. Paf.
C'était la grande époque à Radio-Canada. Là. Ils faisaient pas... c'est ça, fais ça, fais ça. C'était ça. J'ai commencé les chemins de travers à ce moment-là. J'ai fait les chemins de travers le dimanche soir en remplacement de Jacques Languérand, et l'été, et à Noël, pendant 16 ans. Je vais faire ça pendant très, très longtemps. Donc là, je faisais de la radio, et là, je m'éclatais sur la réflexion. Là, j'ai développé un nouveau style de réflexion philosophique, anthropologique, amener l'anthropologie carrément à la radio, mais dans une fluidité radiophonique, du genre de... Je racontais des histoires, je réfléchissais à voix haute, on passait de la musique, etc. Ça baignait dans une sorte d'environnement, mais c'était un prolongement un peu du travail de Jacques Languérand, mais moins de lecture, plus de réflexion. Mais, tu sais, c'est pas payant, là. Tu sais, c'était pas... il payait pas plus qu'il faut, mais assez pour vivre et survivre, mais surtout, ça donnait beaucoup de notoriété. Et en l'an 2000, ben, j'ai recommencé presque à zéro avec les conférences. Là, c'est ma deuxième phase de conférence. Je suis devenu un conférencier professionnel, avec la notoriété. Alors, il y avait les livres, il y avait la radio, et j'avais mon expérience de vie en entreprise, et j'avais mis ça. Et là, on a commencé à me demander des conférences dans des domaines beaucoup plus variés, à devenir un conférencier. Et puis, ça a commencé à être beaucoup plus payant pour moi à cette époque-là. Mais là, j'avais la passion d'écrire. Vraiment, vraiment la passion d'écrire. Mais j'avais mes terrains. Je pouvais dire, en l'an 2000, que j'avais traversé l'univers amérindien, que j'avais traversé l'univers des camionneurs, puis que j'avais traversé un univers peu connu, mais qui était les ouvriers français à l'intérieur de l'industrie de l'armement. J'avais traversé l'univers des policiers, parce que j'avais fait une ethnographie incroyable. Les policiers m'ont apporté beaucoup sur c'est quoi le métier, c'est comment ça fonctionne, puis etc., puis dans le domaine, dans plusieurs corps de police. Donc, j'avais beaucoup d'expérience ethnographique dans le corps. Là, j'étais comme gonflé à bloc, et je voulais plus tellement aller sur le terrain. Mais à cette époque-là, ce que j'ai fait, je suis devenu un genre de voyageur de commerce professionnel avec ma voiture. Je donnais des conférences partout dans la province de Québec. Donc là, j'ai vraiment fait... Au début, c'était avec la police, mais là, c'était avec tout le monde. J'ai fait tous les villages amérindiens, j'ai fait toutes les compagnies, j'ai fait toutes les organisations communautaires, les différents ministères. Et je suis devenu un conférencier amusé à la corde. Et là, j'ai refait mon empire financier. Je peux le dire comme ça. Je me suis refait un cadre financier à partir de zéro. Ça m'a sauvé la vie. Mais je continue à écrire à cette époque. Et je fais de la radio, mes chemins de travers, puis etc. 2001-2002, ma réalisatrice, c'est une personne importante aussi, ma réalisatrice Rachel Verdon à la radio, qui fait les chemins de travers. Elle m'écoute, puis elle me regarde, et puis elle me dit « Oh mon Dieu, ça serait le fun de... » Elle songe à un projet. Assez curieusement, mais là, on est dans le monde des communications, on est dans le monde de la radio. Mais là, c'est le monde de la radio qui veut exploiter l'anthropologie. C'est comme si elle avait découvert l'anthropologie à travers les chemins de travers, et la réalisatrice est en régie, elle me voit aller. Trouve ça intéressant. Là, elle va voir la direction, elle va dire « J'aimerais ça partir avec Serge Bouchard, le mettre sur la route, le sortir du studio. J'aimerais ça qu'on traduise à la radio sa vie sur la route. C'est un routier, Puis la direction a accepté. Carte blanche à Rachel Verdon. Alors, il y a un projet là, qui est très, très important, radiophonique. Évidemment, là, on est rendu dans l'univers radiophonique. On va partir de Saint-Jean-Terre-Neuve, on va s'en aller jusqu'en Colombie-Britannique, d'un océan à l'autre. Évidemment, du point le plus à l'est du Canada jusqu'au point le plus à l'ouest du Canada, en camion, avec des micros partout. Avec une réalisatrice des services français,
une réalisatrice des services anglais, puis quelqu'un qui s'occupe du son, un technicien. Donc, il y a un technicien de son, 2 réalisatrices, puis moi qui étais au volant, puis j'ai dit à tout le monde, je ne lâche pas le volant, c'est moi qui conduis tous les kilomètres du périple. Et je me mets à parler comme je suis en train de parler. Je me mets à parler en façade atlantique. Je regarde l'Atlantique, puis je me mets à parler, puis j'ai des micros partout. Mais je ne suis pas comme Donald Trump, là. Je ne vais pas parler de n'importe quoi, là. Je suis en train de parler de l'océan Atlantique. Je suis en train de parler de Terre-Neuve, des roches qui forment les rochers qui tombent à la mer, de la distance jusqu'à l'Irlande. Et là, ça passe, cette affaire-là. L'histoire des Béotucs, l'histoire de Terre-Neuve, l'histoire de Chanadidite. Et là, on est rendu au lac des Indiens rouges pour l'histoire de la dernière des Béotucs. Et on commence l'histoire du Canada comme ça, par la disparition des Béotucs, de Chanadidite, puis etc. On passe à travers toutes sortes d'anecdotes qui sont des anecdotes de la forêt boréale et de la forêt de Terre-Neuve. Puis Terre-Neuve est une île magnifique, puis des paysages magnifiques, mais on n'en parle peut-être pas assez. Mais là, moi, j'en parle en français, sur le réseau national. Les orignaux albinos, les anciens caribous, il n'y a rien. C'était passionnant. C'est toujours intéressant. On traverse tout le Canada. Ça dure 6 semaines. On fait 15 heures de radio. Les autres, ils ont monté 15 heures de radio. Puis quand on est parti, on l'entend là, dans l'émission. On est à Terre-Neuve. On a fait le premier enregistrement en face de la mer. Je rentre dans le camion. On roule, on entend les bruits. Et puis c'était ça l'idée. Puis Rachel me dit, mais ça va s'appeler comment la série? Puis là, je me tourne et je dis, ça va s'appeler Une épinette noire nommée Diesel. Et c'est devenu le titre de la série. Alors là, on a conçu des trucs normaux, d'êtres humains normaux qui pensent normalement. C'est-à-dire, on va arracher une petite épinette longue de même, qui regarde la mer, accrochée après une roche, accrochée à la... Puis on va l'amener dans le camion, dans un pot, puis on va le planter en face du Pacifique. Ça, c'est pour s'amuser. L'épinette noire, nommée Diesel. On a traversé tout le Canada. Ça a été un très grand succès radiophonique à l'échelle nationale. Le monde a adoré ça, cette série-là. Elle est encore sur Internet, on peut l'écouter. Apparemment, ils viennent de la remettre sur Internet, sur la plateforme Première Plus. Bon, c'est de la radio du storytelling. Puis, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Puis, Rachel a réussi son plan, c'est-à-dire de faire sortir un côté... de me faire parler hors onde, de me faire parler normalement, comme de me retrouver, par exemple, de commencer à avoir une très grande mauvaise humeur en face des Rocheuses, parce que tout le monde de l'équipe trouve ça beau, parce que le carrage est magnifique. Puis là, moi, je fais l'inverse, là, je détruis le mythe des Rocheuses en disant que c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop difficile, puis c'est des maudites côtes, puis si on pouvait les enlever, puis ce serait un beau projet national que de les faire disparaître. Mais on a eu un plaisir fou à le faire, mais ça a révélé un côté de la possibilité de la radio. Et puis ensuite, on devait faire le Nord, les routes du Nord. Tellement il y a eu du succès, on devait faire les routes du Nord, c'était ça le projet. Mais là, la direction de Radio-Canada n'a pas voulu suivre. D'ailleurs, la radio, à ce moment-là, commençait peut-être à changer un peu, annonce ses premières couleurs, que il y a 2 sortes de radios. Il y a la radio d'avant 2010, puis il y a la radio d'après 2010. C'est une radio de contenu versus une radio d'événement. Et devant le succès devant le succès d'une épinette noire nommée Diesel, je fais toujours des chemins de travers. On me demande beaucoup à la télévision. Là, il commence une sorte aussi d'exploitation dans les documentaires. Tout le monde me téléphone pour m'avoir quelqu'un fait un sujet. Tu sais, quand on voit apparaître les savants, là, qui sont toujours l'expert, qui est toujours en train de parler d'un documentaire, c'est toujours pareil. Tu sais, il te parle d'un bout de temps, puis là, il te montre un visage qui parle. Bon, c'est ça. Là, j'étais là-dedans. Là, tu sais. Ah oui, on racontait des choses. Donc, je fais du documentaire, je fais pas de télévision, j'aime pas faire la télévision, j'haïs la télévision, là, j'apparais à la télévision, mais j'aime pas ça. Je trouve ça froid, je trouve ça trop éclairé, je trouve ça trop... j'ai un problème avec la télévision. Mais à la radio, je suis comme le petit poisson rouge dans l'aquarium, là, c'est parfait.
C'est parfait pour moi, la radio, le studio, ou autrement. À cette époque, Rachel Verdon soumet un autre projet qui est aussi mon projet. À ce moment-là, on en a parlé ensemble. Ça, c'est autre chose, mais c'est elle qui va diriger ce projet-là aussi, qui va être un autre gros succès de la radio nationale, là, au patrimoine de Radio-Canada. Là. On dit, et ça, c'est drôle, on va voir des patrons, puis on dit, Rachel dit, quand Serge raconte des histoires, c'est vraiment drôle. Donc, on va le faire raconter des histoires à la radio. Donc, on fait de l'histoire à la radio. Les patrons sont contre. Contre l'histoire, contre les contenus, mais contre le temps. Parce que l'histoire, Rachel veut que je raconte une histoire pendant 1 heure. Or, les spécialistes de la communication qui sévissent partout, ce qu'on appelle les consultants, je le sais, je connais les consultants, j'en suis un. Donc, je connais la race des consultants. Je peux les critiquer, je connais leur manière, leur manie. Alors, les consultants en communication, qui sont des gens qui disent n'importe quoi, puis ils ont établi une règle que l'auditeur n'écoute pas plus que 5 minutes. C'est comme ça. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Ils réfèrent à beaucoup d'études. Puis ces gens-là, quand ils parlent, plus ils parlent qu'il y a des études, plus ils font référence à des études, plus c'est suspect. Parce que quand tu es obligé de soutenir ton argument avec 6 études de l'Université du Wisconsin et d'autres universités inconnues de l'Ouest américain, ça va pas bien. Il y a quelque chose de suspect. Alors, les gens en communication ont ces théories qui ont touché de plein fouet nos directions de radio. Les auditeurs ne s'intéressent pas à l'histoire, ils n'ont pas l'attention plus que 5 minutes, etc., etc. Nous autres, on arrive avec un projet, on va raconter l'histoire pendant 1 heure. On veut 1 heure, 54 minutes en fait, sauf les nouvelles, on veut 1 heure. Et ça va commencer par « Je vais vous raconter l'histoire de... » Puis en continu, pouf, et voilà. On va habiller ça avec un peu de musique, puis on va habiller ça radiophonique. Les patrons se tordaient de rire, c'est un suicide à la radio. Puis nous autres, en plus, on proposait d'avoir une tribune téléphonique d'1 heure. Donc, un bloc de 2 heures à la radio nationale. Puis on voulait appeler ça les remarquables oubliés. Raconter l'histoire des remarquables oubliés. Alors là, il y a une constante, là, c'est encore moi, là. Ça, ce sont mes dimensions. C'est ma recherche de réhabilitation des gens. Donc, je vais vous raconter l'histoire de gens dont on ne raconte jamais l'histoire. À l'échelle de l'Amérique. Les Métis, les Indiens, les ouvriers, les coureurs de bois, le petit monde, le supposé petit monde qui ne l'est pas du tout. Les femmes. Les femmes. Les femmes ne sont pas dans l'histoire. Ça n'existe pas des femmes dans l'histoire. Une femme, pour être en histoire, il faut que ça soit anecdotique, périphérique, marginal, à moins d'être une sœur, puis d'aller au ciel, puis de léviter au-dessus du couvent. T'es pas dans l'histoire. Alors, on a voulu faire l'histoire des Indiens, des femmes, des Métis. On n'avait rien pour nous autres. Là, des patrons, là, que tu vois là, de l'autre côté du bureau, là, ils se tardaient de rire, ça s'appelle un suicide. Mais quand même, ils ont dit, on va faire des pilotes. Ils disent toujours ça quand ils veulent se débarrasser, ils ne sont pas sûrs. Faites-nous 5 émissions pilotes. On ne les mettra pas en ondes, mais ça va t'occuper, ça va te calmer. On en a fait 5. Et puis un jour, je ne raconte pas les détails, il y a eu une chicane terrible dans une série d'émissions. L'animateur voulait tuer le réalisateur, qui voulait tuer le recherchiste, puis c'était en train de s'entretuer à la radio. Il ne pouvait plus aller en ondes avec une série d'émissions qu'il n'avait pas programmées. Là, il était mal pris, il y avait un trou en soirée. Il fallait qu'il fasse une pause pendant 1 semaine pour calmer les gens qui voulaient se tuer. Puis c'était la petite vie des gens de la radio. Et il me téléphone. « Hey, tes émissions... » Mais il aurait pu téléphoner à Rachel. « Sont-tu prêtes, tes 5 émissions? On est mal pris, il faut qu'on diffuse. » On est au mois de mars de l'an 2000, tranquille. Fait qu'on a commencé un lundi à 8 h le soir, par défaut. Parce qu'on était les pompiers pour remplacer un vide. Et je commence, je me souviens, là, c'est lundi soir, 8 h, sur les ondes nationales. Je vais vous raconter l'histoire de Marie Iowa Dorion. Ah ben, qui c'est ça, Marie Iowa Dorion? Quel nom!
Marie Iowa Dorion. Et là, tu es obligé, pendant 1 heure, tu vas parler de Marie Iowa Dorion. Tu parles du coureur de bois qui est parti de Montréal, qui s'appelle Pierre Dorion, qui est parti en 1790, qui s'est en allé à Saint-Louis, au Missouri. Il a eu un fils métis qui a appelé Pierre Dorion, qui a marié une Sioux, qui a fait baptiser, qui s'est appelée Marie. C'était une Sioux, Iowa. Là, tu dis aux gens, Iowa, c'est l'État américain, mais c'était quand même une nation Sioux. Puis les Français l'appelaient l'Iowaise. Avant de s'appeler Iowa, comme en américain, ça s'appelle Iowa, Iowaise, Iowaise. Marie, l'Iowaise, Dorion, puisqu'elle a marié Dorion. Et ces gens-là ont eu des histoires extraordinaires dans l'exploration de l'Amérique. C'est ça que j'ai raconté pendant 1 heure. On a eu un fun fou. Je finis l'histoire. Puis c'est vraiment une histoire extraordinaire, là. Elle a traversé les Rocheuses à pied avec 2 bébés. Elle a survécu à des choses épouvantables. Elle fait partie de l'origine de l'Oregon, de l'État de l'Oregon, où elle a marié d'autres Canadiens français en Oregon. Là, on vient de découvrir que l'Oregon, il y a des Canadiens français qui étaient là avant les Américains. On a déchiré le rideau de l'histoire. Le monde téléphone. Les lignes téléphoniques, après, étaient pleines. Les gens appelaient. On a eu un fun fou. On est en direct, on parle. Tu sais, c'était pas du sport. On parlait pas du Canadien de Montréal. On parlait pas de la politique. On parlait pas du Parti québécois. On parlait pas de ceci, de hate radio, de haine, puis tout ça. C'est du monde qui appelait pour l'histoire. Puis on clarifiait ensemble l'histoire. Une expérience formidable le lundi. Et mardi, extraordinaire. Mercredi, ça continue. Mercredi, on fait l'histoire de Pierre-Esprit Radisson. Là, le monde n'en pouvait plus. Pierre-Esprit Radisson, c'est une histoire qui n'a pas de bon sens. Donc, l'émission, ça a été un choc. Là, la direction ne savait plus quoi penser. Mais tu sais, il n'y a rien de pire qu'un patron qui s'est trompé. Les patrons, c'est des races de monde épouvantables. C'est du drôle de monde. Ça devrait être étudié sous tous les angles. En tout cas, les patrons étaient pris de court. Ce qui fait qu'on est resté quand même en ondes. Là, on est devenu une émission de Radio-Canada. Et on a fait quelques années. Mais par-ci, par-là, c'était toujours des émissions spéciales. Mais on a quand même fait 73 diffusions, 73 personnages. Et ça a été pour moi la plus grande aventure radiophonique de ma vie. Le plus grand plaisir, le plus grand orgasme intellectuel à découvrir. On a eu un fun fou à découvrir ces personnages, à découvrir ces régions, ces territoires, le métissage culturel, biologique. Les Irlandais, les Écossais, les Indiens, les Français, puis la rencontre des Canadiens français avec les Français de France à Saint-Louis, parce que les Français de France arrivaient de Nouvelle-Orléans, les autres arrivaient de Montréal, puis ils se sont rencontrés. Puis ils se parlaient. Puis ils se comprennent pas. Parce que les Canadiens français parlent une langue que les Français ne comprennent pas. Puis les Français parlent une langue que les Canadiens français ne comprennent pas. Puis il y a des livres là-dessus. De Français qui arrivent en Californie et qui voient dans le bois, à Sacramento, au nord de San Francisco, des Français très cultivés, qui descendent. On est en 1840. Puis qui rencontrent des gens à Sacramento qui parlent français. Puis là, ils écrivent, mais ils parlent un français, c'est comme s'ils avaient passé 1000 ans sur la planète Zircon. Le français, je sais pas comment... Mais c'est un dénommé Gervais qui est là. C'est un coureur de bois. Imaginez-vous quel français il devait parler. Puis ça devait être bien beau, mais à l'oreille, ça devait accrocher. Mais quelle découverte de 2 francophones qui se rencontrent. Parce que on découvrait ça. On a découvert ça. Encore aujourd'hui, dans les actualités, au moment où on est en train de se parler maintenant, en 2016, au moment où les Indiens Sioux font font opposition aux pipelines dans le Dakota, on regarde les actualités, puis tu regardes ça, puis tu t'aperçois qu'il y a une dame qui se lève, qui est une Sioux, très belle d'ailleurs, qui dit, qui a un doctorat en histoire, puis qui dit aux journalistes, on a des droits, puis ça passe pas comme ça. Puis là, c'est en bas, tu vois son nom. Elle s'appelle Ladonna Brave Bull. Quand tu es une Sioux, c'est appelé Brave Bull, c'est bien normal. Ladonna Brave Bull Allard. Ah, ça s'appelle Allard.
Et à côté, il y a le grand chef qui est le chairman de la révolte. Il s'appelle David Archambault. Ah bon? C'est toute l'histoire de l'Amérique. C'est toute l'histoire d'une Amérique française qu'on a cachée. C'est une histoire d'Amérique française métissée. C'est une histoire d'Amérique française de terrain. Ça s'est fait sur le terrain. Ces enfants-là se faisaient sur le terrain. Et on l'a raconté en 75 personnages. Alors, ça a été épouvantablement intéressant. Ça a été passionnant de faire ça. Et je conclus en disant que, bon, malheureusement, Radio-Canada s'est lassé. La direction nous a téléphoné à un moment donné et a dit on n'en veut plus de ça, c'est plate, nous autres, on n'aime pas ça. Monsieur Bouchard, vous parlez trop des Indiens. C'est pas croyable, hein? Les autorités responsables de la Radio nationale te disent qu'on parle trop des Indiens. En tout cas, que c'est pas le premier sujet. Là. Il y aurait plus parler de Michel Richard ou d'Éric Salvaille. C'est ça qu'il aurait fallu que je fasse la biographie d'Éric Salvaille. C'est ça qu'il me demandait peut-être. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais, donc, ça a arrêté. Au grand désespoir des auditeurs et des auditrices. Et de moi et de Rachel Verdon. Alors, on a arrêté. C'est pas nous qui avons arrêté. J'aurais continué. On en avait encore. Notre chemin se poursuivait sur au moins 50 autres personnages. Mais à ce moment-là, les gens nous ont beaucoup approché des maisons d'édition. Ils m'ont beaucoup approché. On veut avoir ça. Parce que c'était des récits quand même très travaillés. Puis ils voulaient éditer les récits des Remarquables oubliés. Éditer les récits des Remarquables oubliés, c'est compliqué. Parce que je leur disais, écoutez, c'est de la radio. Moi, je suis un écrivain et je fais de la radio. Je sais que les deux sont pas pareils. Parler à la radio, c'est une chose. Écrire un livre, c'est autre chose. La littérature, c'est une chose. La radio, c'est autre chose. Et puis, Radio-Canada, de toute façon, a fait du chichi. Ils ne voulaient pas laisser aller les droits. Eux autres sont toujours là. Ils ont un plancher complet à Radio-Canada. C'est le contentieux des avocats, puis pour empêcher les artistes de vivre. Là, en tout cas, ils ne voulaient pas. Et puis, finalement, ça va donner un grand projet qui va être l'écriture, la réécriture complète et l'édition d'un échantillon significatif de Remarquables oubliés. Disons que je vais arrêter là-dessus parce que ça ouvre aussi un immense sujet qui est la publication des Remarquables oubliés, la publication de mon travail à la radio.